c'est Mec à des barons pour la Gazette de Rennes-la-Château. Je suis avec Jean-Luc Chomeil. On va dire que c'est un peu les enseignements au fur et à mesure avec Jean-Luc. Donc là, aujourd'hui, on va parler de Pierre Vincenti Piob, donc, qui est quelqu'un qui a beaucoup apporté, notamment au niveau des sciences secrètes, et dès les années, au début de 1900, tout début du siècle. Donc tu peux nous raconter un petit peu sur P.V. Piob, tes connaissances et tes ressentis, et ce que tu as perçu de son œuvre. Alors, Piob était corse, Vincenti, da Piobetta, d'où le nom de Piob plus connu. Il a écrit plusieurs ouvrages. Il a fait Polytechnique. Il a fait plusieurs ouvrages, dont un best-seller qui s'appelle La clé universelle des sciences secrètes. C'est-à-dire que les sciences secrètes, il les résumait à ce que les anciens disaient, c'est-à-dire l'alchimie, ensuite l'astrologie, ensuite la magie, ensuite la mythologie et enfin le symbolisme. Et il faisait un pentagramme et il montrait que si l'on utilisait l'une de ces sciences, on arrivait au sein des saints. Donc il y avait 5 voies fondamentales pour parvenir au sein des saints. Il a écrit par ailleurs Formulaire de haute magie, qui est un livre aussi où tous les thèmes de Cornelius Agrippa sont repris, et notamment tous les pentagrammes, tous les pentacles. Et ce livre de Formulaire de haute magie est un résumé un peu plus poussé que celui de Cornelius Agrippa. Il a écrit aussi La Vénus, 1908, qui est un livre sur, on va dire, sur une voie assez méconnue, c'est-à-dire la voie de Lotus de Panini, c'est-à-dire les voies sexuelles en magie opérative. Et évidemment, on est loin des élucubrations de plusieurs mages contemporains qui ne font en fait que des grandes partouches, des grandes... sans plus, quoi. La magie sexuelle, c'est assez compliqué. Et c'est le système, le principe des Grecs, c'est-à-dire le principe de l'aimantation. C'est-à-dire, ça part d'un principe, c'est que les gens sont attirés, sont aimantés, et qu'il faut développer cette aimantation pour arriver à créer une espèce de court-circuit qui fait qu'amplifier les forces. Il est aussi question des polygones, des décagones, aussi, l'astrologie secrète aussi. Alors, évidemment, il s'est intéressé à Nostradamus. Oui, parce qu'il a écrit. Et il a fait un livre, d'ailleurs, sur Nostradamus. En 1927. Ouais. Ça, c'est un livre qui est assez passionnant, parce que, à l'intérieur de ce livre, on s'aperçoit que Nostradamus s'intéressait énormément à la question du temple. Donc, dans les prophéties de Nostradamus, qui sont d'ailleurs aujourd'hui contestées par plusieurs universitaires belges, on s'aperçoit que Nostradamus parle des Templiers. C'est le côté magique de Piob, c'est-à-dire que à travers des événements, notamment il a parlé du sort de l'Europe aussi. Oui. Alors exact, 1939. Ça, c'est assez intéressant. Parce que par rapport à Mussolini aussi, dans les L'Italie fasciste. On prévoit plus ou moins la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, exactement. Et
il aurait pu aller ainsi de suite. Et Piob était très discret. On sait qu'en tout cas, les enseignements de Piob ont été repris par un organisme templier qui a été d'ailleurs rue du Temple, pas loin de la rue du Temple, et qui est ultra confidentiel. Pour pouvoir avoir accès à cet ordre, il faut montrer patte blanche et puis il faut être dans une certaine mesure choisi. Maintenant, est-ce que cet ordre existe encore? Il y a 7-8 ans, j'avais fait une enquête rue du Temple et rue Vieille du Temple, et j'avais trouvé quelqu'un, mais j'ai pas pu aller plus loin au niveau des informations. En fait, le corpus de Piob repose sur la grande tradition avec les cinq sens secrètes. Les 5 sens secrètes. Bon, alors on s'aperçoit d'ailleurs que l'astrologie n'est pas ce que l'on pense de l'astrologie. L'astrologie, c'est l'étude des forces, des principes de force dans l'univers par rapport aux galaxies, par rapport aux signes du zodiaque, etc., etc. Et c'est une autre dimension que l'horoscope du Parisien, bien sûr, ou l'horoscope de François. Ensuite, l'alchimie, l'alchimie c'est pareil. L'alchimie repose sur un Deum Dei, c'est-à-dire sur le principe qu'il y a une entité supérieure créatrice qui est une force fondamentale qui elle-même se découple en 4 forces secondaires, et que cette force, elle est dans une certaine mesure vivante, ce qui est un peu, comment dirais-je, détruit les paradigmes des sciences. Une force vivante qui dirige les forces neutres, ça fait un peu tilter tous les scientifiques. Mais depuis les analyses de Marcelin Berthelot, et c'est à peu près dans une certaine mesure l'analyse de Piob, on s'aperçoit que l'alchimie a toujours existé chez les Grecs, chez les Égyptiens, et on retrouve des papyrus avec des appareils comme des distillatoires, comme les cornues, qui sont extrêmement intéressantes. Donc on présente aussi ici le livre, voilà, Formulaire de haute magie, édition Alliance magique. La dernière édition. C'est la 2e édition, l'Alliance magique, et ça a été fait en 2021. C'est ça. Alors, il y a une nouvelle présentation de ce livre, avec un glossaire d'abord, qui est très, très intéressant. C'est toujours le côté scientifique de Piob, qui est extrêmement précis, extrêmement minutieux. C'est pour ça aussi que mon grand-père Guithieu s'était intéressé très, très fortement à Piob, parce que pour le côté scientifique aussi. Et il a travaillé dessus. Alors le livre est réparti comme ceci. La haute science et son mystère. Alors, il y a tout un chapitre sur la polygraphie énigmatique de Jean Tritem, et donc sur les écritures secrètes. Et ensuite, il y a un exposé de la clé universelle des sciences secrètes. Ensuite, il y a les bases de la méthode hermétique. Il y a les éclaircissements des formules de la magie. Et il y a l'interprétation du langage des alchimistes et le mode de la précision scientifique en astrologie. La loi des nombres dans l'évolution de l'humanité, la révélation des mythologies anciennes et la lecture du symbolisme des documents initiatiques. Donc il y a un glossaire explicatif au départ, et après vous avez tous ces chapitres. Alors ce qui est intéressant chez Piob, c'est que vous avez des formules
l'intervention des nombres, notamment dans le système polygraphique de Jean Clitem, est assez intéressant parce que voilà, par exemple la clé universelle des sciences secrètes, elle est basée évidemment sur le Soleil entouré d'un carré, c'est-à-dire du créateur du Soleil. Du créateur du Soleil, c'est donc une référence en fait à tous les soleils, c'est-à-dire à toutes les étoiles. Et ce Soleil donne trois éléments et donne l'étoile, le pentagramme, et donne l'élément constitutif du feu. Donc c'est quelque chose qui, au niveau de la symbolique, est indispensable à tout chercheur de la voie initiatique. Je disais donc tout à l'heure que l'alchimie chez Piob est analysée au niveau des forces nucléaires fortes et des forces nucléaires faibles. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est la voie du feu, donc la voie la plus rapide, par rapport à la voie humide, qui elle est la voie qui est une voie beaucoup plus douce, mais où il y a un rayonnement. En fait, l'alchimie est présentée d'une façon positive grâce à l'étude des rayonnements. Rayonnement solaire, rayonnement lunaire, ce qu'on appelle la lumière noire. Vous avez presque aussi déjà une tentative d'explication d'un trou noir. Vous savez que les trous noirs, il y a beaucoup de théories sur les trous noirs, mais le trou noir, il n'est pas expliqué pour autant. On subodore que le trou noir est un passage dans le monde des principes. C'est-à-dire que on peut passer le trou noir est un parasite, c'est-à-dire qu'il va prendre toutes les forces, il va engloutir toutes les forces qu'il rencontre, et il va rien restituer. Mais on imagine aussi qu'on puisse faire un pont entre la matière visible et la matière noire, qui est invisible par excellence, ce qui pourrait raccourcir l'espace. Et ça a déjà été envisagé par des physiciens, notamment avec la célèbre théorie des cordes. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est au niveau de spirituel de la matière. La matière est considérée comme incarnant des forces sacrées. Et ça, c'est l'apanage de l'alchimie. On n'est pas dans la chimie pure. On est dans la chimie, dans la création, dans la créativité. Et il y a ces fameuses clés, c'est-à-dire qu'on part de l'émergence d'une force qui va donner toute sa puissance au niveau de la création, et puis qui va revenir à un point T, donc un petit point. C'est un peu comme l'histoire d'Einstein, où sa théorie E égale mc carré. Vous avez donc l'énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la lumière. Donc cette équation engendre 14 autres équations
qui font partie de la théorie de la relativité générale, et ainsi de suite. Et il est évident que si on matérialise trop ces notions, on n'arrive pas à comprendre le côté vivant de ces forces. Par conséquent, il y a un certain dosage à effectuer, et dans ce dosage, on n'en est que ce que les textes anciens portent et transportent depuis 5 à 6 000 ans. Parce que dans l'histoire de l'alchimie de Martin Berthelot, on a des figurines grecques, mais on a aussi des figurines égyptiennes, où on s'aperçoit que de tout temps, les anciens ont travaillé sur le sujet. Alors, après, il y a toute la symbolique et tout ce qui a été caché, etc., tout en sachant que chaque alchimiste avait sa façon subjective de coder ses propres découvertes. Et c'était des codes subjectifs. Le codage de Raymond Lulle n'est pas le même que celui d'Arnaud de Villeneuve, etc. Si bien que celui qui n'est pas au courant s'y perd, et celui qui est au courant doit être au courant des différentes phases du grand œuvre, sinon il ne pourra pas suivre le codage subjectif qui est donné par tel ou tel alchimiste. Mais ça faisait partie de la tradition. Et cette tradition, elle a toujours été respectée, en ce sens que il y a toute une partie subjective qui est due au fait de l'opérateur, d'ailleurs, de l'alchimiste. Et cette partie, si vous n'êtes pas l'alchimiste lui-même, le chercheur lui-même, vous ne pouvez pas comprendre. C'est personnel. Et c'est là donc la difficulté. On va retrouver effectivement dans tous les chercheurs interdits du XXe siècle les mêmes notions, c'est-à-dire que la théorie de Louis Boutard de l'éther avec son atome, avec sa particule alpha, et puis de l'autre côté sa particule double pi, c'est-à-dire deux forces magnétiques vivantes. Alors, évidemment, ça laisse songeur le chercheur qui a des paradigmes bien établis, et surtout ça remet en cause à la fois la structure de la matière, la structure de l'esprit, et surtout ça met en évidence la notion de créateur, donc la notion d'un Dieu. Alors d'un Dieu qui n'est pas un Dieu de bande dessinée, qui est quelque chose sans qui le monde ne se tiendrait pas. C'est ça rappelez-vous le Rose-Croix anglais, j'ai perdu son nom, qui disait qu'il avait été sur les épaules des géants, et sans ces géants, il ne pourrait pas aller plus loin je pense que c'est Newton, oui c'est Newton, qui ne pourrait pas aller plus loin dans la découverte de certaines formules à la fois physiques, chimiques et sur la gravité. Alors donc on est dans à la fois donc chez Piob, scientifique, on est dans un descriptique scientifique très minutieux, mais dessus, parce que les choses sont codées selon
l'abbé Tritem, entre parenthèses. Hein. Alors, l'abbé Tritem a fait un livre extraordinaire sur les écritures secrètes. Et c'est un codage qui est remarquable, qui permet de coder n'importe quelle partie, et si on en détient la clé, de découvrir ce qu'il y a dedans. Seulement, c'est pareil, les alphabets de l'abbé Tritem, vous pouvez en créer autant que vous en voulez, et c'est vous qui choisissez. Par conséquent, c'est entièrement subjectif. Donc, pour trouver, il faut vraiment être costaud. Est-ce qu'il y a des ordinateurs qui pourraient se lancer sur la piste jusqu'à preuve du contraire, dans ces pistes alchimiques, les ordinateurs se sont bel et bien cassés les dents, parce que justement, dans l'alchimie, il y a un mélange très important de vivant, de création, qui sont incarnés par des faits physiques, et pourtant l'origine est une source spirituelle. Alors évidemment, c'est l'ambiguïté, c'est des choses que aujourd'hui les paradigmes scientifiques refusent d'une façon totale et globale. Quoique le CERN s'intéresse de près à la matière noire, à toutes ces choses-là aussi. On peut faire le parallèle entre la lumière et la matière noire, et justement dans le symbole alchimique, la lune et le soleil. Peut-être on pourrait parler de ce symbolisme justement de la lune et le soleil dans l'alchimie, sa signification, sa symbolique. La lune, le soleil, c'est donc l'or. Et l'or, c'est pas évidemment l'or qu'on connaît. C'est l'or alchimique, ouais. C'est l'or alchimique. L'or alchimique est une espèce de force vivante. Et, comme le temps est vivant. Et la lune, c'est le reflet. C'est un rayon de soleil que la lune va déformer et va imprégner d'une couleur argent. C'est-à-dire, on passe de l'élément 79 atomique à l'élément 47, c'est-à-dire de l'argent, et par des effets magnétiques. On sait que par l'électromagnétisme, il y a des phénomènes vitaux. Certains se sont empressés de dire que la vie était d'origine électromagnétique. Et ce que faisaient les alchimistes, ils travaillaient sur la vie. Donc ils travaillaient sur ce que les Grecs appelaient la zoé. Zoé voulant dire la vie en grec. Et à partir de là, ils faisaient des électrodes avec le plus et le moins. Et ils faisaient tout un circuit qui mélangeait, et ils en tiraient un certain nombre de choses. Ce que retient le lecteur en alchimie, c'est la transformation du plomb en or. Mais les alchimistes commencent par le monde, parce qu'il y a un ordre, ils commencent par le monde végétal. Donc il y a plusieurs quintessences dans le monde végétal. Une quintessence étant ce qu'on appelle l'âme, la teinture d'une plante, etc., etc. Par exemple, vous prenez la calidoine, vous savez, que vous cassez en deux, et vous avez un suc orange qui en ressort, et qui a des vertus contre les verrues, Mais la calidoine, alors ça c'est Paracelse aussi. La calidoine est jaune. L'homoncule. Donc si elle est jaune, elle est comme l'or. Par conséquent, la calidoine est de l'or végétal, considérée comme de l'or végétal, selon Paracelse. Ça, c'est Paracelse qui, dans ses traités des signatures, va donner des équivalences de ce style. Les travaux de Dufour, d'ailleurs, ont peut-être travaillé en ce sens-là aussi, pour développer un or végétal. Alors Dufour, il a introduit une notion du vrai
et du faux. C'est-à-dire que soit les choses sont vraies, soit elles sont fausses. Vous imaginez ça en physique, ce que ça peut donner. Bon, maintenant, vous avez un tas de brevets où les appareils du Dufour marchaient avec Dufour, là aussi. Voilà, c'est ça. Hein, comme Boutard. Comme les oscillateurs. Voilà. et comme Nakoski pour les C'est ça. Boutard, comme Sprink, comme sur le son avec ces tuyaux, ces orgues de son là, ils cassaient par le son, par l'éther de son, il arrivait à casser des minéraux et ça devait servir à extraire des métaux. Et il en a fait un brevet, c'est Kili, C'est aux les États-Unis. 7 métaux. Il a fait un brevet qu'il a vendu à des industriels américains pour la recherche de métaux précieux. Évidemment, ces tuyaux à orgone, qui étaient très longs, hein, qui étaient gigantesques, produisaient comme les trompettes de Jéricho un ensemble de vibrations par rapport à la roche. Alors, ça dépendait de la roche, et ça faisait éclater la roche, et à l'intérieur, on pouvait récupérer le métal. Donc, c'est le même système que l'histoire des murs de Jéricho qui sont écroulés grâce à des trompettes très longues avec un effet de vibratoire très fort qui créait une onde de choc, et cette onde de choc était capable de faire écrouler un mur, ou dans le cas de Kili, de casser des minéraux pour les mineurs, quoi. Kili a vendu ses brevets, ils ont été exploités et ça ne marchait pas avec les sociétés qui avaient acheté ces brevets. Alors il y a eu des procès et Kili s'est retrouvé en prison. C'est aussi simple que ça. Mais le plus spectaculaire et le plus intéressant, à mon avis, c'est William Reich. Oui. William Reich, lui, Non, a fait des caissons, et il a trouvé un état de la matière qui n'était pas un état réel de matière, mais une sorte de coton gazeux où dedans il y avait à la fois un rayonnement et les prémices d'un début de matière. Et il appelait ça l'orgone. Ouais. Alors ça, c'est aussi... Et cet orgone avait des propriétés, comment dirais-je, médicinales très poussées. Grosso modo, une sorte d'aspirine très puissante. Donc, comme un élixir, comme un élixir de Paracelse. Et le principe de l'orgone, c'était fait dans une cage avec des cotons, une cage de Faraday, une cage de Faraday, et évidemment, on faisait passer l'électricité. Et je vous rappelle une chose très importante, c'est qu'il y a deux électricités. C'est la fameuse histoire du directeur de l'Académie royale de Belgique, M. Louis Jobard, qui écrit à son confrère parisien à l'époque en lui disant « Je suis effrayé, il existe deux électricités. L'une est aveugle, elle est régie par les métaux et par les acides, acide sulfurique, c'est vitriol, pour le coup. Et les métaux fer, etc., etc.
Alors il cite les noms, Galvani, etc. ont suivi ce courant, mais il existe une autre électricité qui, elle, est vivante, une électricité vivante. Et là, il s'arrête dans son discours, et puis il dit « Oh, mais je m'aperçois que j'en dis un petit peu trop, et par conséquent, je vais me taire. » Voilà, il disait à peu près cette phrase-là. Or, cette phrase complète, ce paraphe complet, on le retrouve partout au cours de l'histoire. On le retrouve chez Madame Blavatsky, qui va reprendre cette théorie de deux électricités. On le retrouve évidemment dans une revue qui s'appelle Initiation et Sciences. Et à chaque fois, chaque auteur qui cite ce paragraphe clé va changer certains mots qui font que ça va faire dévier le sens du paragraphe principal. Et ça, c'est un petit peu terrifiant. Mais par exemple, dans l'histoire de Rennes-le-Château, le faussaire bien connu Plantard va se servir de cette citation pour invoquer une agartha attribuée à Lecomte Moncharville, alors que Lecomte Moncharville est mort depuis longtemps, il va faire parler les morts, et donc il va citer une phrase de Lecomte Moncharville sur l'agartha et des instruments magnifiques de la science sacrée, et il va s'en servir en modifiant une partie de cette citation. Et Madame Blavatsky fera pareil. Madame Blavatsky va aussi citer cette phrase, mais elle va l'orienter dans le cadre de sa théorie. D'autres le feront aussi. J'ai retrouvé une dizaine de personnes qui citaient la même source, tout en changeant ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux électricités, l'une est vivante et l'autre est aveugle. Et il est évident qu'en alchimie, ce qu'on appelle grosso modo le feu secret, eh bien, c'est l'électricité qui est donc vivante. Et ça, c'est pas une mince affaire pour la trouver, alors que c'est pourtant simple de la constater. Et là, il y a un tas de chercheurs qui ont travaillé dessus, ce qui est assez important. Mais évidemment, Piob va travailler là-dessus et il va mettre en exergue des équations et des nombres. Et vous savez qu'un nombre n'est pas un chiffre. Un nombre est un égrégore qui est situé par rapport à l'unité. Donc quand on donne un nombre, on parle d'une unité qui se multiplie ou d'une unité qui se démultiplie ou qui se divise ou qui se soustrait ou qui s'additionne. C'est la nature des nombres. Et vous avez dans les prologues de la Bible, vous avez donc l'histoire des nombres. Parce que dans les nombres, il y a toute une cohérence particulière qui font que le 1 est égal au 2 et aussi égal au 3. Et le 1, on le retrouve partout dans les nombres jusqu'à 10. D'où la fameuse tétrakis de Paracelse, qui est d'ailleurs plus ancienne que lui, et qui était l'emblème absolu des Rose-Croix du XVIIe siècle, cette fameuse tétrakis, où comme nombre vous avez de 1 à 10, et c'est tout. Et quand on examine l'une des plus vieilles civilisations de la planète, comme les Chinois, tous les bouliers sont basés sur cette organisation. Donc le nombre
Alors le nombre là a un caractère qui permet la formation d'égrégores. Qu'est-ce qu'un égrégore? C'est quelque chose qui se multiplie, qui se divise, soit à l'infini, soit qui éclate et qui disparaît. Un égrégore, c'est une force. Non. Or, en alchimie, il faut multiplier pour arriver à transmuter un certain nombre de choses. Voilà. Ça, c'était l'un des mystères de la nature, où une fois que vous avez trouvé le secret de la multiplication, eh bien, vous découvrez la nature des fondamentaux, les principes de n'importe quel égrégore, comment ça marche, comment ça s'éteint, comment ça se multiplie, comment ça se divise, comment ça s'additionne, etc. L'égrégore étant boulimique, demande toujours plus, toujours énormément plus. Si vous n'alimentez pas un égrégore, par exemple si vous avez des joueurs de boules, il faut mettre tous les jours des joueurs de boules en plus pour que l'égrégore des joueurs de boules soit conséquent. Et c'est pareil pour une armée. Le principe de l'égrégore au niveau des stratèges est souvent utilisé. C'est-à-dire, on sait que pour casser une armée en nombre, il faut casser certains points de l'égrégore. Et donc, c'est utilisé en stratégie. Il est évident qu'en magie, quand je parle de la magie, je parle évidemment de la magie naturelle. La magie naturelle, fait partie de ces mystères, des nombres. Or, il y a tout un chapitre donné par Piob qui montre que tout ce système des nombres, au niveau de la magie, est entièrement rationnel et a été localisé à travers l'histoire. Et il en donne les clés. Il en donne les clés soit par des symboles, des mantras, un certain nombre de choses, quoi. C'est assez passionnant. Quand on parlait tout à l'heure de l'Agartha, on peut le rapprocher aussi du temps de l'Hyperborée, et il a écrit en Islande le Tour du monde en 1904. Qui Piob. Oui. Alors, donc il y a un rapport peut-être avec... Oui, parce qu'en Islande, il y a un livre d'un Suédois qui s'appelle Spanuk, si j'ai bonne mémoire, qui a parlé de l'Agartha, d'une terre... alors c'est pareil, attention, Agartha vient du livre de 10 ans, ça vient... c'est le monde, des cavernes, le monde de l'intérieur de la Terre. C'est, si on doit traduire d'une façon moderne, c'est le monde des trous noirs. L'Agartha au niveau de l'époque. Donc c'est un monde où tout peut être avalé et détruit, où tout peut sortir et se construire. Donc c'est un monde aujourd'hui dont on n'est pas prêt d'en découvrir toutes les clés, contrairement à ce qui se dit régulièrement dans les publications scientifiques. Ils le savent d'ailleurs très bien. Ils remarquent de plus en plus, ils font des découvertes tous les jours sur les trous noirs, sur les propriétés de telle ou telle absorption de matière, ou de tel ou tel rejet de matière. Et la problématique, c'est que tout ceci est à l'échelle cosmique, c'est-à-dire dans un temps et dans un espace qui est tout à fait inimaginable pour un être humain. Mais ce monde de l'Agartha a été repris à plusieurs reprises par un tas de civilisations. C'est-à-dire que, évidemment, comme c'était le monde de la lumière noire, donc une partie de la double lumière, il a été
que ce soit au Tibet ou pour les voyages d'Ossendowski ou des histoires du roi du monde de René Guénon. Toutes ces histoires, évidemment, sont basées par une légende, c'est-à-dire ce qui doit être lu, légenda. Oui, la légenda. Le légenda, c'est ça. Et que c'est Caro a été fait aussi là-dessus. Ouais. Roger Caro. Alors, légenda. Roger Caro, c'est pas pareil. Roger Caro, c'est un médium qui a été élevé par Morikini, qui était quelqu'un d'extraordinaire, Morikini, qui lui faisait ce qu'on appelle de l'eau aux propriétés spéciales, en braquant des jumelles, en inversant les lentilles de verre, en mettant des lentilles biconcaves et biconvexes, en faisant tout un appareillage c'était un capteur, donc il captait le rayonnement de Sirius et il faisait de l'eau de Sirius qui avait des propriétés qui étaient différentes de l'eau ordinaire. Or ça, Piolle l'a très bien compris, il l'a compris par l'étude des nombres, il y a tout un chapitre là-dessus. C'est-à-dire que si vous arrangez, si vous mettez des atomes qui ont telle forme géométrique, vous pouvez mettre les mêmes atomes, avec une autre forme, et là vous aurez des propriétés différentes. Autrement dit, il n'y a pas de transmutation, il y a ce qu'on appelle un réarrangement de la matière. Alors ce sont des allotropismes, ce sont un certain nombre de choses de ce genre dont je parle. Il est certain que dans le cadre de cette fameuse lumière noire qui détruit et qui construit, ces deux propriétés, il y a toute une gamme de choses que l'on ne connaît pas, mais que les alchimistes connaissaient d'une façon parfaite. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, je serais très curieux de connaître en alchimie des gens qui travaillent sur ces deux lumières. Parce que, la lumière du feu secret a, selon le dispositif des miroirs dans la Tanor, elle a quand même plusieurs vocations à soit détruire, annihiler, soit reconstruire. Et vous imaginez que là, il y a des artifices qui sont importants. Tout ceci, vous l'avez dans le conte de Kabbaliss, c'est-à-dire Montfaucon du Vidard, avec l'histoire des 4 élémentaux, c'est-à-dire les habitants les éléments, à savoir les gnomes, les sylphides, les gnomes, les sylphides, les elfes, pas les sirènes, mais les salamandres. Oui, c'est le feu. Voilà. Le feu. Et comme par hasard, c'est Robert Kirk qui parlait de ça aussi. Voilà, Robert Kirk aussi en parlait. Voilà. Bien sûr. Et Jacques Vallée aussi. Oui, évidemment. C'est la théorie. Voilà. Jacques Vallée suit Passe-porte-magonien. Suit cette Visa pour la Magonie. Suit cette théorie qui est plus d'ailleurs audible qu'une théorie pour les extraterrestres des tolls et boulons, on dit. Tous les boulons, dans les années 50, était juste un miroir pour s'adapter, en fait, au genre humain. Et après, il a été plus évanescent, le phénomène. Tous les boulons, c'est parce que
c'est le côté matérialiste d'une Oui, oui. civilisation qui ne peut saisir les choses qu'à partir du moment où elle les évalue par rapport à ses notions, c'est-à-dire ses notions, c'est-à-dire sa compréhension de la matière. Maintenant là, on sait entre ce qu'on appelle la matière et ce qu'on appelle l'esprit, et alors, je ne parle pas de l'âme, parce que l'âme, on n'en parle plus, à part les mystiques modernes, il y en a très peu. Mais pour eux, c'est une question d'arrangement géométrique, avec des grands trous dans l'espace. Par exemple, si on mettait cette table on faisait un agrandissement à l'échelle de la France, on verrait qu'il y a des grands trous. Donc cette table est comme un morceau de gruyère. Et qu'en fait, elle est retenue par des forces qui tiennent chaque atome entre eux, c'est ce qu'on appelle la cohésion gravifique. Et ça, c'est assez passionnant, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut à la fois arranger, on peut déranger, on peut transmuter l'ordre du monde. Or, dans ces trois notions, vous avez à peu près les trois actions qui se passent d'une façon courante dans les actualités de toute une journée dans le monde. Les gens soit détruisent, soit construisent, soit réarrangent, c'est-à-dire qu'ils prennent les mêmes éléments, au lieu d'en faire un triangle, ils en font un carré, et d'un carré, ils peuvent en faire un cercle, etc. etc. Et là aussi, il y a des clubs. Et c'est ce qui n'avait pas échappé à Piob. Tout le côté géométrique de Piob, avec ses fameux polygones. Oui. Et les polygones de Piob sont les mêmes polygones que ceux de Platon. Et en plus, ces polygones ont été aussi reproduits par Cornelius Agrippa. Enfin, disons, tout ce qui tournait autour des mages dont l'artisan de la synthèse était Cornelius Agrippa. Il y avait les décagones aussi. Alors oui, le dégagone, c'est pareil. C'est le principe, par exemple, ce qu'on a ici, dans les miroirs de Cagliostro, où vous partez d'un point, ensuite vous arrivez au nombre 2, et en l'occurrence, ce sont les vases en cristal de roche, où vous avez de la rosée distillée à 8 reprises dans l'un, et à 12 dans l'autre, par rapport au concept moderne. Ensuite, vous passez au triangle du miroir, qui lui est l'addition du point de départ, c'est-à-dire la boule de cristal et des deux vases. Donc vous avez l'alliance du 3 qui devient 1. Vous retournez ce miroir 2 fois et vous obtenez un losange, vous avez le nombre 4. Et à chaque fois, il faut se dire que à chaque fois qu'il y a un certain nombre de formes, comme le losange, c'est-à-dire 4, eh bien, il faut dire qu'il faut avoir en tête qu'il y a un chemin parallèle avec l'idée de l'unité, c'est-à-dire que ce losange est une unité par rapport au point, qui est le point 1, le nombre 1. Donc à chaque fois, il faut garder l'unité en tête, même quand vous changez de forme, quand vous passez après du losange au pentagramme, etc., jusqu'à l'hexagone, et jusqu'au dodécaèdre, qui est en haut, qui est par excellence le dé du monde. C'est qu'on a retrouvé à Paray-le-Monial d'ailleurs aussi. C'est en haut. Oui, parce que c'est tout à fait logique. À Paray-le-Monial, c'est la synthèse de toutes les religions et montrer qu'il y a un fond commun à toutes les religions, quelles qu'elles soient celtes, égyptiennes, grecques, romaines. C'est universel, voilà, pour le coup. Voilà, donc tout à fait universel. Et donc ce dodécadone, qui est composé de facettes d'ailleurs en pentagramme,
là, c'est pareil. Une fois que vous avez obtenu le 12, vous revenez 12 égale 1. À chaque fois, il faut prendre chaque polygone. Il faut toujours faire la référence au premier polygone. Donc, un dodécaèdre égale 1, égale 12, égale 1. Et il faut penser aussi en théorie kabbalistique, c'est-à-dire en théorie arithmétologique, c'est que le 12, c'est le 3. Et on revient ainsi de suite au début. Donc il y a un circuit. Il y a un circuit dans les transformations, avec une cohérence particulière, toujours basée sur l'unité. Et c'est l'unité créatrice. C'est-à-dire c'est une unité qui est en nous, que l'on doit mettre en évidence, même quand on fait des différences dans les différents polygones. Et ça, c'est important. Il avait travaillé aussi avec d'autres chercheurs comme Ernest Britt, Oswald Viers, Dr Rouillet aussi, qui faisait partie des décisions Vega. Donc c'est vrai, farouchement anti-Guénon. Oui, alors le docteur Rouillet. Mais ils ont travaillé, c'était une voie scientifique, on va dire. Enfin, le docteur Rouillet, il était boulevard Saint-Germain, après Vega. Je l'ai connu. C'était un personnage assez étrange d'ailleurs, le docteur Rouillet. C'est lui qui avait publié un truc sur la drogue, sur les éléments hallucinogènes qui permettaient d'avoir des visions fantastiques au Mexique. Et il avait fait un texte là-dessus. Le docteur Rouillet faisait partie, comme d'ailleurs Robert Amblin, comme Cancelier, malgré ce qu'il raconte, il faisait partie du Grand Lunaire. Et là j'ai tous les textes sur le Grand Lunaire, que je n'ai pas encore publié, mais que je vais publier un jour, où on voit que Cancelier, qui critique, comment dirais-je, qui critique je ne sais plus son nom, qui critique Jean-Julien Champagne. Ah oui, Champagne, oui. Qui dit que critiqué parce qu'il appartenait au Grand Lunaire, lui, il peut rien dire parce qu'il en faisait partie aussi. Robert Amblin en faisait partie aussi. Mais là, il suivait une voie, qui était la voie aussi de Lotus de Panini, c'était une voie sexuelle. C'est-à-dire une voie, c'est la voie de la main gauche dont parle Marquès Rivière chez les hindous. C'est la voie du tantrisme de la main gauche, et qui est une voie qui est assez redoutable, parce que c'est pas ce qu'on imagine aujourd'hui dans nos esprits pervertis. La voie de Lotus de Panini. Lotus de Panini d'ailleurs s'est perdu parce que dans cette histoire, parce que elle est devenue, elle est tombée dans la perversion alors qu'elle travaillait sur une voie qui était sacrée. Et elle est tombée dans la perversion, c'est-à-dire que la perversion, c'est faire le contraire par rapport à la nature. Et c'est ce qu'elle a fait dans la voie sexuelle. La voie sexuelle, c'est c'est une voie classique de construction au niveau, chez les Grecs avec ça. Les Grecs appellent ça l'aimantation, et même les mages parlent de l'aimantation. Quand ils aimantent, qu'est-ce qu'ils font? L'aimantation des plans. Ils travaillent, ils travaillent sur les effets dus aux formes. Ben oui, ils travaillent sur les effets dus aux formes, et on se toujours étonné pourquoi tel homme ordinaire, quand il voit des formes particulières, se mettait à avoir une énergie assez décuplée. C'est la forme qui reçoit
par les yeux, donc c'est l'effet dû à la forme qui va le transformer lui. Ben, la voie sexuelle, c'est à peu près pareil. Mais là, il y a contrôle et orientation de la voie sexuelle. C'est d'ailleurs ce qu'avaient compris tous les religieux. Les religieux travaillaient sur... ils savaient qu'il fallait qu'ils maîtrisent la sexualité, l'énergie sexuelle, pour pouvoir la transmuter. Attention, pour pouvoir la transmuter. Et pourquoi? Parce que si vous jugez trop de l'énergie sexuelle, comme dirait le professeur Ravatin, vous devenez complètement abruti. Mais si vous vous servez de la voie sexuelle et que vous gardez votre énergie, tout en se servant de la voie sexuelle, là, vous pouvez trouver une énergie supérieure parce que vous l'avez sublimée. Tous les jésuites l'avaient compris. Ce qui n'empêche pas les perversions. Parce que, disons que le fil rouge est très tenu entre les deux. C'est pour ça qu'il y a tant d'histoires d'ailleurs sur un certain nombre de prêtres et tout ça, parce que là-dessus ils n'ont pas compris. Il ne faut pas confondre des voies très difficiles et il ne faut pas les donner à tout le monde. Si vous donnez à tout le monde, vous faites l'inversion du but. Et quand vous faites une inversion, ben là vous tombez dans ce qu'on appelle voie de la main gauche ou ce qu'on appelle du satanisme. Mais je veux dire que le satanisme est reconnu comme tel, c'est-à-dire que c'est pareil. Quand vous faites des opérations, les démons, il faut les fixer, tout en sachant bien qu'ils sont immortels, c'est-à-dire que vous n'allez pas les rayer de la carte comme ça. Mais vous pouvez les fixer, et puis vous faire votre travail tranquillement, avec des forces bénéfiques. C'est ce qu'on fait aux Élucoènes. Voilà. Et justement, un peu le diable ou le démon Asmodée, ou soi-disant Asmodée à Rennes-le-Château, qu'est-ce qu'il symboliserait pour toi exactement par rapport à ce côté peut-être alchimique, justement, l'eau, la terre, le feu? Alors, bon, d'abord le diable de la Bessonnière, il n'est pas unique. Il y en a en Bretagne. On l'a retrouvé dans plusieurs églises. Et il fait partie du décorum et des canons pour le décorum des églises. Alors, soit il l'employait, alors ça dépend des époques, soit il l'employait pas. Mais si vous regardez par exemple toutes les chimères qu'il y a au-dessus de Notre-Dame de Paris, vous allez en trouver des diables, des diablotins, etc., etc. Et si vous allez à l'église Sainte-Mérie, à côté de l'hôtel de ville, bah, vous allez voir ce qu'on appelle le Baphomet. Le Baphomet qui là est transformé en diablotin, alors que le Baphomet c'est autre chose, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, donc le diable de Rennes-le-Château, certains l'ont appelé Asmodée. Bon, ça c'est un point de vue. Ouais, ça. Il y a d'autres noms. Ça a été l'une des thèses de Philippe de Cherisay, notamment. Le diable est là, je signale que le diable, il n'est pas tout seul, d'ailleurs. Il est surmonté par un quatuor d'anges, avec la phrase du signe de croix, par ceci, tu le vaincras. Tu le vaincras qui? Le Satan ou le diable. Par conséquent, ça fait partie des canons de l'Église, du décorum des églises, employés ou pas employés, amplifiés ou pas amplifiés. Et ça n'a rien d'extraordinaire là-dessus. C'est un constat. Et en même temps, il y avait cette légende du diable
qu'il y avait beaucoup d'argent bien avant la Bessonnière. Il y avait cette légende du diable ancienne, dans la région du Razès. Oui, mais ça, on prête au diable beaucoup de perversions qui sont en fait que dans les esprits des hommes. Là, quand on met des anges, par exemple, avec des ailes, bon, il n'y a pas d'anges qui ont des ailes. Tout le monde sait que les angélos, ça veut dire messager, ce sont des messagers de la conscience, et ces messagers sont des entités qui sont des points de force, si vous voulez, mais qui n'ont pas de forme particulière. Qu'on retrouve chez Hermès d'ailleurs, le messager. Oui, bah aussi. Oui. Ils n'ont pas de forme particulière, ils ont des formes particulières dans l'esprit des hommes. Et souvent, c'est pour faire une bande dessinée, une chose qui est un peu compliquée. À partir du moment où l'on parle de messager de la conscience, bah, il faut lui donner une forme. Alors, certains ont trouvé cette forme d'un enfant avec des ailes. Bon, c'est un fait, mais vous n'avez jamais vu un enfant avec des ailes. Et pourtant, vous avez des communications. Oh, ben, j'ai vu mon ange gardien, etc. Il était ceci, il était cela. Non, ça, ce sont des projections. Des projections, et c'est normal, puisqu'on est humain, donc il faut qu'on donne une forme pour pouvoir expliquer. Il y a certains rêves de personnes qui ont eu des visions où Hermès est apparu pour les prévenir. Oui, mais là, est-ce que tu penses de cela et ce côté messager, justement, d'Hermès Trismégiste? Le référentiel, il est dans la littérature, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont vu des gravures d'Hermès avec le caducée, et puis il y a ceux qui n'ont pas vu. Alors, en général, ceux qui font ces rêves-là, c'est qu'ils ont déjà vu des gravures, et ils ressentent probablement l'idée d'un ouvrier qui détient les clés hermétiques. Hermétiques, c'est-à-dire des clés occultes, c'est-à-dire cachées de telle ou telle chose. Mais de là traduire le fait par des images, ça, c'est proprement humain. Et un psychanalyste va très bien l'expliquer. Donc ceux qui font des rêves d'Hermès, c'est parce qu'ils ont vu des gravures d'Hermès et leur inconscient leur ramène cette gravure, etc. Sur le fond, c'est parce qu'ils touchent à un sujet qui est sensible en la matière et pas autre chose. Et pour toi, justement, Hermès, quelle particularité il aurait par rapport aux autres en plus, ou quelque chose qui est ça, c'est unique, justement? C'est tous les grégores de... je crois que c'est dans les années que le Hermès Trimégiste, tout ce qui concerne l'enseignement d'Hermès, et ça fait partie, l'enseignement d'Hermès, ce sont les 5 sciences secrètes. On en revient, c'est pour ça. C'est ce qu'a fait le traducteur Festugière aux belles lettres, vous avez sur l'art hermétique, et sur Hermès, vous avez toutes les sciences. Ça, c'était les Grecs. Les Grecs donnaient des noms à des forces invisibles ou à des sciences invisibles. Et par exemple, quand Morikini parle de l'eau de Sirius, on parle d'un ange, il dessine une spirale comme un escargot, une spirale d'extrogire.
Si vous lisez Louis Boutard, il vous parle d'une première entité qui s'appelle alpha, qui est soit l'évogire qui va à gauche, soit l'estrogire. Et après, il vous dit, et qu'est-ce qu'il parle? Il parle de force magnétique, de force magnétique vivante. Mais il en donne le contour par la forme, etc. Et certains l'avaient inversé en sénestrogire, justement. Voilà. Ça, c'était la tuilée. Alors chez Les anciens membres. Hermès, il a son symbole avec le caducée, donc le double serpent, où vous avez les cornes d'argent de la lune en haut, et après vous avez des cercles qui s'entrelacent et qui représentent des points, et au milieu traversé par un axe qui est la canne, c'est-à-dire le bâton d'Hermès. Donc Hermès, il est très bien ciblé dans la littérature grecque. Mais qu'est-ce qu'il reprend, Hermès? Il reprend les dieux égyptiens du même acabit. Et chez les Romains, Hermès devient Mercure. Et c'est ainsi de suite, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de Blavatsky, c'est vrai que même elle reprend toute cette idée d'étoile de Sirius, qui est très ancien dans la tradition. Oui, mais elle reprend ce qu'a écrit à l'époque le directeur de l'Académie royale de Belgique, Louis Joubert, alors le confrère à Paris, je crois que c'était pas Mario Mercier, mais un nom comme ça. Enfin, ça a retrouvé. C'est l'équivalent du directeur de Sciences et Vie d'aujourd'hui. C'est assez impressionnant. C'est une phrase clé, ça. C'est une phrase très importante. Avec la notion de double électricité, c'est-à-dire l'une aveugle et l'autre vivante. Pour un moderne, ça parle mieux que les livres anciens. Parce qu'encore une fois, la cohérence d'un livre d'alchimie ancienne, c'est par rapport à l'écrivain. Et souvent, l'écrivain qui est mis sur le livre n'est pas celui qui a fait le livre. Et souvent, c'est un groupe. C'est le même cas pour Fulcanelli, où Fulcanelli, 1839, date de la naissance de Fulcanelli, entre guillemets, c'est la création d'une loge belge de Memphis Misraïm. Voilà. Donc, et dedans, il n'y avait que des étudiants de la haute science, dont parle Piob. Alors, l'avantage de Piob, c'est que dans ces organigrammes, c'est-à-dire ces 5 sciences secrètes vont tous par des chemins différents au sein des saints, c'est-à-dire à l'initiation, à l'illumination globale. Et alors ça, c'est assez passionnant parce que ça veut dire que finalement, en astrologie, vous travaillez sur l'idée de force de l'univers qui se matérialise dans des galaxies ou dans un zodiaque particulier. Ça rappelle force cosmique du fond. Voilà. En alchimie, on vous dit qu'il vous faut le donum Dei, et le donum Dei, c'est Dieu qui le donne, donc le créateur suprême, Monsieur X, celui d'Einstein par exemple, qui l'oppose à toutes les rêveries des différentes religions, qui essaye de matérialiser Dieu, de l'identifier à l'homme, alors qu'il n'est pas du tout identifiable. Donc, l'alchimie, il faut le donum Dei et il faut cette force. Pareil que l'astrologie, c'est la même force. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la magie. La magie, c'est pareil. La magie naturelle,
c'est qui est exprimé dans les textes les plus anciens, relevé par Cornelius Agrippa, par Paracels, dans les archidoxes magiques. Cette magie est ensuite mise dans les cercles des élus Cohen, qui sont ces cercles sont là pour arrêter le temps, pour mettre la loge en dehors du temps. Comme Le temps loge. du temps. Le temps du temps, exactement. Et donc cette force de la magie est aussi identique à celle de l'alchimie et à celle de l'astrologie. Ensuite, vous avez la mythologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la mythologie ? La mythologie raconte l'histoire des dieux égrégores, des Égyptiens, des Grecs, des Sumériens, etc., etc., et arrive jusqu'au christianisme et à la haute maçonnerie et aux alchimistes d'une manière générale. Et qu'est-ce que ça démontre ? Ça démontre que, bon, selon les époques, selon les civilisations, il y a toujours eu un corpus sacré qui se transmettait avec des particularités de civilisation, mais dont le fond était identique aux autres. C'est-à-dire que s'il y a des dieux égrégores égyptiens, on retrouve à peu près les mêmes chez les Grecs. Et alors chez les Romains, ils font une religion parce que les Romains, c'est un peuple matérialiste. Ils font une religion parce que il faut qu'ils reprennent les mêmes éléments. Et bon, et à chaque fois qu'ils mettent un nom et qu'ils appellent un truc sur un dieu, c'est une force qui est constatée. On le retrouve aussi dans l'arbre d'Yggdrasil, aussi, dans les mythologies scandinaves aussi. Exactement, pareil aussi, dans les dieux scandinaves. Et quand je pense, tout à l'heure on parlait des trompettes, les anciens instruments germains avaient ces grandes trompettes immenses et utilisées pour des rituels aussi magiques, aux Sextanstein par exemple. C'est ce qu'on appelle un travail sur les éthers de son. Comme vous avez là ce bol là qui est fait des 7 métaux, la majorité d'or, qui est équilibré et qui vous donne des sons extraordinaires, dont certains peuvent casser les vitres des carreaux. Et ce bol, il est quand même assez extraordinaire. On peut voir le montrer. Bon, voyez-vous. Vous sentez toute la vibration. Effectivement. Alors, je peux faire monter très haut. Ce genre de vibration, c'est un travail sur les terres de son. Alors à partir de là, on va donc multiplier cette force qui va casser des choses, qui va faire casser des verres, c'est certain. Bien sûr. Si tu avais donc une conclusion sur l'apport personnel que tu as eu avec Piob et voilà ce qu'il t'a apporté personnellement. Piob essaye d'ouvrir les fenêtres et les portes de la tradition d'une manière générale. Tout n'est pas clair dans Piob. Vous avez des équations
à la fin du livre, je vous défie de les traduire. Ces équations ressemblent à des formules mathématiques très importantes, etc. Ce que Piob apporte, c'est qu'il permet à l'homme moderne d'éviter toute la symbolique subjective des anciens sur l'alchimie. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faille pas une symbolique particulière pour aborder ce genre de science. Et c'est là où il démontre qu'il y a des clés pour aborder la magie naturelle, l'alchimie naturelle, et que dans un symbolisme bien compris, on arrive à avancer dans le monde invisible. Qu'est-ce que fait Piob finalement? Il fait fi du symbolisme des anciens et il nous montre qu'il existe deux mondes, un monde visible et un monde invisible, et que dans ce monde invisible, il y a les secrets de la création et les secrets de notre avenir, qu'il y a à peu près tout ce qui peut satisfaire un homme de bonne volonté, comme le disait Jules Romain. Ça, c'est important. Et donc, il simplifie la tradition. Est-ce qu'il a raison de faire comme ça? Ça peut se discuter, parce que souvent, des étudiants ont planché des fois des années sur tel ou tel symbole, sans jamais le trouver vraiment. Et puis, en revanche, ça les a fait avancer dans la quête de ce monde mystérieux qui est un autre paradigme, mais qui donne un sens réel à notre vie terrestre. Voilà, donc Piob est un moderne de l'ancien, en résumé. Et ça, c'est important. C'est important parce que qu'il n'y aura plus que, dans peu de temps, que des grands spécialistes qui pourront vraiment réintégrer toute la symbolique. Mais en recadrant la symbolique à ses premiers effets, à ses premiers états, il a fait une œuvre pédagogique en hermétisme considérable. Eh bien, merci beaucoup pour tout justement ces éclaircissements dont avaient besoin peut-être les personnes qui ne connaissent pas bien Piob. Donc c'était un honneur de t'avoir, Jean-Luc. Oui, alors on a la réédition. Voilà. Les clés universelles des sciences secrètes, donc, avec la croix templière, c'est-à-dire le fameux ordre templier à laquelle Piob. Voilà. Ici. Et le formulaire de haute magie, qui sont vraiment les deux livres clés de Piob. Bon, il y a d'autres livres comme Vénus, comme Le sort de l'Europe, Traité du macrocosme aussi. Sur Nostradamus. Il y a aussi il y avait aussi deux livres de 1900 sur l'évolution des forces de Piob. Alors c'est pareil. Il avait fait l'année occultiste aussi, 1908-1909. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça. Et puis il y a tout ce qui concerne la haute science. Ouais. Dans la revue La Haute Science d'ailleurs, qui est une vieille revue comme l'initiation et sciences. Très bien. Eh bien, à très bientôt. Au revoir.